Bonjour Stéphanie, Bonjour Clémence, merci de me recevoir. merci de témoigner aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie, donc j'ai 53 ans. Je suis maman de 3 enfants. J'habite en Nouvelle-Aquitaine et je suis dans l'immobilier. Très bien. On va d'abord commencer par parler de votre rôle de proche aidante, puisque vous êtes fille unique et votre maman a eu un premier cancer lorsque vous aviez seulement 4 ans, puis elle en a eu d'autres tout au long de sa vie. Donc vous avez grandi avec une maman malade. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce rôle en tant que proche aidante et fille? Alors effectivement, maman a eu un cancer très très jeune. J'ai entendu le mot cancer pour la première fois à l'âge de 4 ans. Donc dans différentes étapes, effectivement, le proche aidant pour une petite fille a eu différentes conséquences, que ça soit pour la malade comme pour moi, l'aidante. Donc à l'âge de 4 ans, bizarrement en fait, parce que quand on entend ce mot, ça n'a pas le même impact que quand on est adulte. Mon cancer, on n'imagine pas la perte d'une maman à l'âge de 4 ans, on n'imagine pas la maladie aussi agressive et forcément ça a un petit peu bouleversé mon enfance. À l'âge de quand mes parents parlaient de la maladie, ça a été d'abord un petit peu en catimini pour pas trop que je comprenne et puis finalement ben ça a vite pris place dans le quotidien. Et de suite, s'est installée en fait une angoisse de d'abandon, de perte de la maman, du pilier. En fait, même s'il n'est pas très important, c'est vrai qu'à l'âge de 4 ans, une maman, c'est primordial, hein. Donc à cette étape-là, ça a été assez compliqué parce que je voulais plus aller à l'école, ça prenait des proportions énormes. Je passais mon temps collé derrière ma maman et je ne voulais pas la laisser. Euh, Même avec le temps, au fil du temps, voilà, j'ai grandi avec. Maman a été mieux, puisque aussi, voilà, il y a aussi cet après-cancer, après-premier cancer. Pour moi, ça a été un traumatisme. Ça a été un traumatisme toute ma vie. Elle ne pouvait pas travailler normalement. Je ne pouvais pas avoir une scolarité normale parce que quitter maman, c'était compliqué. Hmm. Parce que vous aviez en tête que possiblement elle pouvait Oui, décéder. oui. Oui, oui, parce qu'à cette période-là, elle parlait, ça a été très ouvert en fait, hein. Elle a envisagé même à un moment de confier le rôle maternel, on va dire entre guillemets, sans enlever le rôle qu'avait mon père, mais confier le rôle maternel à ma tante. Donc pour moi, c'était, je vais changer de maman en fait. On va me prendre ma maman et m'imposer notre maman. Donc c'était assez violent à ce niveau-là. Mmh. Et est-ce que, au-delà du fait que vous pensiez que votre maman pouvait, décéder, est-ce que vous, du coup, vous avez grandi en vous disant qu'un jour ça vous arriverait aussi ou qu'un jour, enfin, est-ce que c'était dans une de vos peurs aussi ou pas du tout? Alors pas du tout. Alors c'est pas du tout, en tout cas pas durant la période de l'enfance ou de l'adolescence. C'est quelque chose qui s'est installé un petit peu plus dans le monde adulte en fait. Dans le monde adulte avec les suivis qui ont été mis en place très tôt, c'est plutôt à ce moment-là où j'ai dit peut-être que éventuellement ça pouvait m'arriver. On me parlait déjà un petit peu de cancer euh, avec génétique en fait, hein, génétique. Donc j'avais un suivi quand même assez serré, forcément avec ce suivi se mêlait la possibilité d'avoir un cancer un jour. Mais étonnamment jeune, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Du coup, votre maman, a suivi, son parcours de soins dans les années 70-80, c'est ça à peu près? En 1976, elle a eu son premier Ouais. cancer à l'âge Et de du coup, 27 ans. comment, étaient les parcours de soins à l'époque? Est-ce qu'il y avait, une sorte de notion de soins de support ou de suivi psychologique, quel qu'il soit ou pas du tout? Non, du tout, du tout. On traitait le cancer dans l'urgence, en fait, plutôt dans l'urgence. C'était vraiment euh, voilà, la chirurgie, les traitements de chimiothérapie tels qu'ils étaient à l'époque et de radiothérapie. Elle a eu la radiothérapie, c'était du cobalt. À l'époque, c'était quelque chose d'assez agressif et on allait un petit peu au hasard au niveau des traitements. Au niveau des soins de support, il n'y avait rien. C'était assez tabou en fait, même parce que il n'y avait pas de soutien psychologique, il n'y avait pas d'accompagnement. Une fois qu'on sortait de la clinique, c'était terminé en fait. C'était fini. Il y avait plus rien qui se passait. S'il y avait pas un accompagnement fort de la famille,
rien. On n'invitait pas à aller voir un psychologue, on n'invitait pas à aller faire du sport, on n'invitait pas à aller faire même un petit peu de sophrologie, des choses qui peuvent aider au quotidien, qui aujourd'hui nous accompagnent et fort heureusement. Et on n'avait pas tous ces accompagnements externes qui aujourd'hui font beaucoup de bien. Oui, mais c'est sûrement assez récent, en fait, cette prise de Ah, conscience aussi, complètement. psychologique. Donc votre maman a sûrement été assez livrée à elle-même en sortant des Oui, traitements ou ouais. oui. Ah oui, oui, j'ai le souvenir que maman, elle est sortie même de la clinique, elle avait le bras bandé, elle est partie au travail. Euh, voilà, elle est partie au travail et j'ai ce souvenir-là. Et moi, dans le coffre, parce que je voulais pas aller à l'école. Donc, oui, oui, j'ai ce souvenir. Il y avait plus rien, en fait. Une fois que qu'on sortait de la clinique, il y avait plus rien, si ce n'est les suivis avec le médecin régulièrement. Oui, purement, Médical. malade, Ouais, dans le point de vue scientifique, quoi, vraiment, ouais, ouais, sans tout à penser à fait. la tête et à l'esprit, quoi, ouais. Je pense pas qu'à ce moment-là, on imaginait même pouvoir accompagner les patients d'une autre façon que cette façon-là. On va faire un petit, parallèle avec votre histoire puisque donc vous avez d'abord été proche aidante puis touchée par, un cancer. Donc vous dites que vous aviez toujours été suivie assez près de par, donc les antécédents du cancer de votre maman. Comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez un cancer du sein? Maman est décédée en 2020 et paradoxalement, pendant les années précédentes en fait son décès, je me suis un petit peu oubliée et après son décès, pardon, après son décès, j'ai eu mais comme une lumière en fait, comme quelque chose d'instinctif, quelque chose où il fallait vraiment à tout prix que j'aille consulter, que j'aille faire mon suivi. Et donc j'ai pris rendez-vous, même avant de voir ma gynécologue, avant d'avoir la prescription, j'ai pris un rendez-vous en radiologie et je me suis précipitée pour faire ces examens. Je peux pas l'expliquer en fait ce qui s'est passé dans ma tête, mais c'était une vraie obsession. Et à ce moment-là, donc j'ai appelé donc ma gynécologue pour lui dire que j'avais déjà rendez-vous chez en radiologie. Donc j'ai eu la prescription, elle m'a dit: «Vous faites un peu les choses à l'envers», mais il fallait vraiment à tout prix que j'y aille. C'était vraiment, un pressentiment. Et quand j'ai eu donc les examens du coup en même temps, on m'a fait donc, l'IRM, le lundi, où il y avait absolument rien lors de l'examen. On n'a rien trouvé. Le lendemain, on a fait la mammographie. Il y avait rien sur la mammographie et bien sûr, par contrôle, qu'on fait aujourd'hui généralement, on fait une échographie et c'est lors de l'échographie que le radiologue s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu, suspect. Il n'était pas vraiment inquiet, mais il m'a rappelé quand même quelques heures après pour qu'on prévoie un prélèvement, une biopsie sur, ce qu'il avait découvert. Donc ça a été vraiment lors d'un contrôle, un petit peu affolé, mais lors d'un contrôle, hem, pour vérifier s'il y avait quoi que ce soit. Bah, un matin, voilà, je me suis levée, j'ai dit: «Mais en fait, tu t'es oubliée là, il faut peut-être que tu te contrôles» et heu, cette idée en fait de penser finalement que c'était ma mère qui était malade, hein, donc je l'ai accompagnée jusqu'au bout, je m'étais oubliée et là, j'ai dit: «Mais attends, mais peut-être que toi aussi finalement», sans vraiment penser que j'avais quelque chose, hein, mais il fallait à tout prix, j'avais vraiment ce sentiment, ce besoin d'aller me faire contrôler. Et du coup, l'annonce de votre cancer, alors juste que votre maman venait de décéder, d'un cancer aussi, est-ce que vous avez associé ça au fait que vous pouviez possiblement mourir? Enfin, comment vous l'avez vécu votre annonce de cancer, du fait de ces circonstances-là? J'étais presque pas surprise, hein. J'étais presque pas surprise et je l'ai mis un peu, comme une cause à effet, en fait. Je me suis dit: «Allez, tu as été voilà, c'est le traumatisme, le choc, ce cumul de stress pendant toutes ces années». J'ai pas été surprise, j'ai pas pensé du tout, mais sur celui-ci, j'ai pas pensé du tout à la mort, j'ai pas pensé du tout, à quelque chose hem de plus grave, en fait. Je me suis dit: «Bon, mais tu vas t'en sortir, tu vas te battre, peu importe, ce qui va se passer, tu vas aller jusqu'au bout» et voilà, quand on m'a proposé, d'ailleurs la mastectomie, j'ai pas hésité un instant, en fait, parce que j'ai eu le choix à ce moment-là. J'ai eu le choix qu'on m'enlève juste, qu'on fasse une tumérectomie avec, de la radiothérapie ou qu'on m'enlève le sein. J'ai pas hésité un instant. Donc c'était vraiment, aller jusqu'au bout, combattre, guérir et puis voilà,
derrière nous, on n'en parle plus, je le voyais plutôt comme ça. Oui, c'était vraiment peut-être aussi les connaissances qui faisaient que enfin l'expérience de votre maman qui vous disait: «Bah, voilà, c'est un parcours, il y a un suivi et Oui, ça peut, bien se passer aussi». oui. Le fait d'avoir ces connaissances, alors je n'ai pas une science, sur le cancer, énorme, mais bon, beaucoup d'expérience finalement, ont fait que lorsque j'ai appris, que ce premier cancer était, heu entre guillemets, alors attention, hein, voilà ce que je vais dire, c'est in situ, on sait très bien que voilà, que c'est quand même un cancer qui était, qu'on pouvait soigner. Donc forcément, pour moi, c'était pas très, très grave. Donc là, j'ai pu me battre rapidement et vraiment, d'une efficacité, pour moi qui était la meilleure puisque une fois qu'on m'a enlevé le sein, à partir du moment où il y avait plus de traitement, pour moi, j'étais guérie, en fait. Je n'ai pas imaginé la suite. Oui, donc en fait, du coup, l'expérience en tant que proche aidante auprès de votre maman vous a vraiment aidé à mieux anticiper, même à ne pas avoir, ces peurs ou parfois, la méconnaissance de choses fait que forcément il y a beaucoup de peurs liées au cancer qui reste un mot, très dur aussi. Oui, alors parfois de pas connaître, c'est bien aussi. Parce qu'en fait, quand on, s'y connaît un petit peu, du coup, parfois on peut avoir un peu plus peur suivant le cancer. C'est vrai que sur celui-là, j'étais plutôt rassurée. Là, j'étais rassurée. Il est évident qu'après quand, en 2023, le triple négatif s'est installé et l'hormonodépendant, je ne voyais pas les choses pareilles. Oui, effectivement, là, pour le coup, vos connaissances font aussi que vous saviez déceler, que votre premier cancer était, on va dire, facilement, traitable et que le deuxième était Tout à fait. une autre affaire, quoi. Ouais. Oui, oui. Et justement, en parlant donc de votre deuxième cancer, donc vous l'avez dit, c'est un triple négatif, sans traitement ciblé, et d'hormonothérapie possible. Est-ce que vous diriez que vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Je le ressens comme ça, oui. Oui, celui-ci, bien évidemment, est plus impressionnant et forcément, oui. Là, je le vois pas du tout de la même façon. Je suis aujourd'hui, toujours dans le combat, dans la peur. Le moindre petit effet ou une sensation un peu bizarre fait que j'ai peur, de récidiver, bien évidemment. Vous avez été, diagnostiquée quand de ce second cancer? Alors ça, c'est en avril 2023 lors d'un contrôle, hein, en fait, hein, je n'ai rien senti, hein. C'est vraiment lors du contrôle qu'on s'est rendu compte que j'avais ce cancer parce que je ne sentais rien au toucher. Je me palpais régulièrement et je n'ai rien senti à ce moment-là. Donc ça a été, un peu une surprise quand même. Je me pensais sortie d'affaire par rapport, à celui de 2020 et heu et lorsque j'ai appris, la catégorie du cancer, là, ça a pris d'autres proportions. Oui, finalement, le 2e cancer était pour, vous le vrai choc, on va dire, par rapport au premier où vous disiez que vous étiez pas étonnée, quoi. Oui, oui. Et ben là, j'ai pensé à tout, en fait. Alors, en plus, c'est vrai que quand on a, ce genre de cancer où vraiment, en fait, j'ai mis un nom dessus, hein, quand c'était marqué, hein, noir sur blanc, j'ai été poussée à aller voir sur, internet. Donc les choses, voilà, sont un peu difficiles quand on va sur internet. Les pronostics, sont plutôt assez sombres, en fait, quand on parle de triple négatif. En tout cas, ça l'était en 2023 et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai créé, mon compte Instagram, pour aller sur les réseaux sociaux et essayer de me rapprocher d'autres personnes qui vivaient ou qui étaient vivantes. C'est dur ce que je dis, mais j'avais besoin d'entendre ou de voir des personnes qui, après un triple négatif, étaient vivantes. Continuent à vivre, voilà, Internet vous disait que les pronostics n'étaient pas bons, vous aviez besoin de vous totalement, rassurer. Mmh. totalement, voilà, j'avais besoin d'être rassurée. Donc je me suis, rapprochée des réseaux sociaux qui, on critique souvent les réseaux sociaux, mais en tout cas pour moi, ils m'ont été très bénéfiques puisque vraiment j'ai trouvé du réconfort auprès de pas mal de personnes qui étaient dans la même situation que moi et qui étaient là pour pouvoir en parler. Oui, ça a créé une véritable communauté. C'est une vraie communauté, c'est une vraie communauté. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait des choses qui existaient, ou qui existaient pas plutôt à l'époque, en 1976. Aujourd'hui, on a cette chance, c'est d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir des accompagnements, de pouvoir communiquer avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais avec qui on peut se confier parce qu'on partage la même chose, parce qu'on
on est effectivement une communauté aujourd'hui parce que on peut se comprendre qu'entre nous, en fait. Et je pense, on a beau avoir des aidants, nous aussi à côté, avoir été aidants, je pense que l'accompagnement, finalement des personnes qui l'ont vécu, heu, mais en fait, elles savent très bien de quoi on parle. Rien ne vaut un patient pour parler à un patient. Bien sûr. Si on compare encore une fois avec le parcours de votre maman, la solitude que devaient ressentir ces femmes, enfin ces femmes ou toute personne touchée par des cancers, dans les années 70-80 est incomparable sûrement à aujourd'hui. Oui, ouais, tout à fait. Surtout que bon, à cette période-là, elle avait pas un super pronostic non plus. Donc elle était un petit peu, on va dire une survivante de ce cancer. On pouvait même pas mettre un nom dessus. Aujourd'hui, on parle de cancer in situ, on parle de triple négatif, on parle d'hormonodépendant. En 1976, je suis incapable de vous dire aujourd'hui quel est le genre de cancer qu'a eu ma mère. Ce qui prouve quand même que heureusement, la science, enfin la médecine évolue, quand même, Énormément. rapidement. Ouais, c'est une grande chance. On va parler maintenant de vos proches. Vous avez, 2 filles ayant déjà, on va dire, ce rapport de proche aidant avec, leur grand-mère. Comment est-ce qu'elles ont vécu l'annonce de votre cancer? Alors bon, j'ai 3 enfants et pour mes filles alors, puisqu'on parle de mes filles, alors j'en ai une qui est dans le médical, donc forcément, l'approche technique, elle a eu l'approche technique et elle aussi, bien entendu, avec des peurs un petit peu plus poussées. Un petit peu plus poussées, sur, justement sur ce cancer-là, sur le fait que ça soit un cancer triple négatif. Mon autre fille, elle, c'était plutôt la peur de me perdre. Je pense qu'elle est, c'est une rebelle, mais à la fois sans moi, je suis un peu son pilier. Je veux dire, elle m'appelle aujourd'hui, pour me demander encore à 25 ans, comment elle doit faire cuire, son plat et il y a une relation quand même qui est assez fusionnelle. Donc je pense qu'elle a eu énormément peur de me perdre, énormément. J'ai essayé, d'éviter, de reproduire en fait ce que j'ai vécu avec, ma maman auprès de mes enfants. J'ai essayé de les protéger un maximum. Je leur cachais rien, mais j'ai essayé de les protéger, de les mettre un petit peu à distance. J'ai un mari formidable qui m'a épaulée et du coup, mes enfants, je les ai quand même, pas mis à 10 mètres, mais je les ai quand même assez éloignés. Je leur donnais vraiment le strict minimum. J'ai pas un enfant qui m'a accompagnée, j'ai vraiment mis tout ça de côté. J'ai voulu vraiment les protéger. Elles ont ressenti, la peur aussi de la maladie du coup et surtout Mathilde. Je pense qu'il y a un côté un peu hypocondriaque qui s'est installé et elle se dit: «Ouais, forcément je vais en avoir un maintenant». Voilà. Mamie l'a eu, maman l'a eu, forcément je vais être malade. Or, j'espère que non déjà, pour commencer et puis, j'espère que non parce que rien n'est vraiment, voilà, avéré, hein. Dans ma famille, effectivement, il y a eu beaucoup de cancers et il y en a qui n'en ont pas eu du tout, hein, donc pourquoi pas elle? Est-ce que, vous avez fait les tests pour savoir si le cancer Oui. était, génétique? Oui. Oui, on a fait les tests, alors je suis porteuse d'origine inconnue, donc du gène BRCA2, mais d'origine inconnue donc concrètement, aujourd'hui, je ne répondrai pas à des traitements ciblés. Ça veut dire qu'en fait, je ne suis pas porteuse du gène à ce jour, mais peut-être que dans quelques temps, on va découvrir qu'il va y avoir des dérivés en fait de ce gène et on aura trouvé l'origine connue, qui n'est pas présente aujourd'hui. C'est paradoxal puisque finalement, la lignée quand même prouve que il doit y avoir quelque chose de génétique. Et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que du coup, le fait d'avoir été proche aidante de votre maman, ça vous a aidé dans la communication avec, avec vos proches à vous, enfin notamment vos filles, mais aussi par exemple votre mari? Parce que est-ce qu'il y a des choses que vous aviez, eu du mal à communiquer avec votre maman et du coup, vous avez réussi mieux à communiquer vous en tant que patiente ou enfin en tant que personne touchée? Oui, alors je pense effectivement, hormis le côté protection que j'ai eu par rapport, à mes enfants, avec mon mari, j'ai communiqué assez facilement, sur la mort, des choses dont on parle pas et qu'on n'aime pas trop parler, les choses sur, par exemple avec ma maman, jusqu'au bout, on n'a jamais parlé de ça. Il était hors de question mais même moi, j'avais pas envie du tout de prononcer, le mot, décès, même ne ce que tu voudrais si tu partais, c'était complètement tabou. Je pense que c'était inconscient. Moi, parce que je voulais pas admettre qu'elle allait partir et puis elle non plus, je pense qu'elle avait pas envie et par contre, quand elle est partie, je me suis rendu compte que, beh, j'étais dans l'inconnu, moi, fille unique, hein,
Il a fallu prendre des décisions et je me suis dit: «Mais quel était vraiment son choix, en fait?» Et tout ça, je voulais pas que mes enfants le vivent. Je voulais absolument pas que mes enfants le vivent, donc j'en ai parlé avec mon mari et voilà, c'est dur, c'est très, très dur, hein. Mais on a évoqué effectivement la possibilité que ça pouvait aller plus loin et quels seraient mes choix pour pas que mes enfants aient à prendre ce genre de décision. Vous dites que votre mère vous a mise au monde 2 fois. Est-ce que vous pouvez nous Oui. parler de cette métaphore? Alors, quand je dis qu'elle m'a mis au monde 2 fois, c'est parce que je suis convaincue que grâce aujourd'hui au suivi finalement que j'ai depuis un très jeune âge, même trop jeune, puisque aujourd'hui on préconise ce suivi beaucoup plus tard, elle m'a sauvée en fait. Elle m'a sauvée. C'est grâce à ça. Je 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 ne sais pas s'il y avait eu un suivi, aussi important, si j'aurais eu cette lueur en me disant: «Mais attends, il faut vite que tu ailles te faire, contrôler parce que tu t'es oublié pendant ces 2-3 années, précédentes, donc le décès de maman». Et j'ai le sentiment vraiment que voilà, qu'elle m'a mis au monde 2 fois. Grâce à ces suivis, grâce à cette petite lumière finalement qui a fait que, je suis partie dans l'urgence, me faire contrôler et qu'à partir de là, même si le premier était pas très grave il s'est suivi d'autres suivis, d'autres contrôles qui ont fait que aujourd'hui je suis peut-être là parce que je me suis faite contrôler, parce que, le triple négatif et l'hormonodépendant, ils ont pas eu le temps jusque-là de pouvoir aller sur d'autres organes et j'ai eu un traitement qui a été très lourd, mais je n'ai pas eu d'autres organes touchés. Donc je suis convaincue que je suis née 2 fois. Je suis née 2 Un fois. œil bienveillant qui reste, au-dessus de vous. C'est ça. Alors oui, en fait, de toute façon, on a envie d'y croire, hein, toutes les personnes qui ont perdu un être cher, on a envie de croire à ça, Bien sûr, mais c'est important, il faut y croire aussi. peu importe comment. Maintenant, on va parler de soins de support. Est-ce Oui, que dans votre parcours de soins ou après, enfin depuis votre premier cancer, on va dire, est-ce que vous avez recours à des soins de support? oui. Alors il y a une différence entre le premier cancer en 2020 et celui de 2023. C'est-à-dire, il s'est installé plein de choses en peu de temps, en très peu de temps. Les soins de support existaient en 2020, mais vraiment en 2023, il y a eu une grosse prise de conscience, il y a eu de grosses propositions de la clinique. Après, je n'ai pas eu les mêmes soins aussi, donc peut-être que je m'en suis pas rendu compte en 2020. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2023, on m'a proposé donc des accompagnements psychologie, des accompagnements, acupuncture, de la relaxation, même des soins pour les pieds, pour se faire du bien, des soins esthétiques. Vraiment, il y a un accompagnement qui est mis en place, de la diététique, des choses qui sont hyper importantes. Voilà, parce que quand même pour le troisième cancer, donc qui est un hormonodépendant, que j'ai eu 15 jours, en fait, j'en suis rendu compte que je l'avais en même temps que le triple négatif, en fait. Aujourd'hui, je suis sous hormonothérapie. Donc, il y a des conséquences et des effets secondaires qui sont assez lourds et du coup, les soins de support sont hyper importants. Alors là, vraiment, pour le coup, oui, c'est, le sport, la relaxation, le yoga pour pas le citer, enfin, toutes ces choses me font énormément de bien. Lorsque les soins de support n'étaient pas connus ou pas du tout encouragés, leurs monos devaient être insupportables. Ah mais Parce que oui. les effets secondaires sont tellement importants pour les femmes sous hormonaux que. Et j'ai passé une période là où j'ai pas pu faire, de la marche parce que j'avais beaucoup de travail ou je me suis un petit peu oubliée aussi pendant, quelques semaines, mais j'ai senti la différence. Aujourd'hui, les soins de support sont très importants. L'accompagnement, vous avez une application aujourd'hui que j'utilise et enfin, ces petits mots le matin à 9 heures du matin que je reçois, mais tous ces petits mots, mais ils me font énormément de bien parce que oui, je pense qu'on est tous concernés par ce genre de choses, avec maladie ou sans maladie. Moi aussi, Donc, je les reçois les petits mots. mais oui, c'est et puis on les prend pour nous. Voilà, c'est même si c'est pour tout le monde, mais forcément on s'adapte à ce petit mot. Voilà, pour moi, c'est un soin de support ça aussi. Ça me fait énormément de bien. Bah, tant mieux, je suis contente. Est-ce que vous connaissiez avant les soins de support ou est-ce que c'est vraiment parce que votre centre de soins vous a proposé que vous êtes entrée là-dedans? Je connaissais pas vraiment, enfin je savais qu'il existait, tous ces accompagnements, mais pas spécialement pour le cancer, hein. Je savais que ça se mettait en place. Je les utilisais absolument pas puisque, je ne faisais rien de ces soins de support.
si ce n'est que travailler. Donc non, je les ai découverts depuis 2023. Je pense que euh, en fait, d'avoir eu ce deuxième et troisième cancer m'ont fait prendre conscience de plein de choses. Et grâce à ces soins de support, aujourd'hui, j'ai l'impression de prendre ma vie en main différemment. Je sais pas si c'est s'accrocher à quelque chose qui empêcherait qu'il m'arrive quelque chose d'autre de grave, hein, mais en tout cas, ces soins de support font énormément de bien. J'ai l'impression que c'est un peu le ressenti de pas mal de femmes qui disent, une fois que les soins de support enfin, une fois que la pratique des soins de support est mise en place, c'est plus s'écouter, plus être en accord avec son corps et sa tête, enfin, c'est Enfin, je ne m'écoutais absolument pas. Je m'écoutais, hop, je me regardais à la glace, voilà, j'étais jolie pour aller travailler, puis basta, c'est tout. Je m'occupais pas de mon intérieur, de mon corps intérieur, de ce côté euh, serein, psychologique que peuvent apporter aussi ces soins de support. mais aujourd'hui, vous continuez les soins de support? Oui, plus que jamais. Ça y est, vous n'arrêterez jamais? Non, non, je n'arrêterai jamais et j'inviterai les gens qui m'entourent, les gens que j'aime à les pratiquer avant d'être malade. Il faut pas attendre d'être malade pour se mettre à faire tous ces soins de support et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment se développer, qui doit faire partie de notre vie. Dans votre centre de soins, c'était juste proposé et c'est vous qui y êtes allés ou c'était vraiment quelque chose qui était inclus dans votre parcours de soins Non, ou non? proposer. C'était juste proposer. En fait, il y a une personne qui est une coordinatrice de soins, on appelle, hein, qui venait, qui nous disait qu'on avait la possibilité, au moment des chimiothérapies, de pouvoir nous inscrire pour pratiquer telle ou telle chose. Moi, j'ai découvert en fait des soins de support comme ça. Après, je me suis fait mes propres propres soins de support en fait, puisque bien entendu, moi j'étais soignée à Bayonne, aujourd'hui j'habite donc dans les Landes, je pouvais pas continuer à pratiquer ces soins de support sur place, donc je me suis fait mes propres soins de support. Après, Voilà. vous allez chercher de vous-même vos praticiens. Exactement, autour de moi, ce qui peut m'aller et puis être en accord avec mon activité aussi. Mais vous faites bien. Mais surtout, oui, c'est beaucoup de tester des choses, ouvrir à plein de centres de Ouais. support différents et garder ce qui vous convient le mieux, parce que chaque personne aussi a des ressentis, différents. Oui, et puis les choses dans lesquelles on est moins à l'aise que d'autres. Pour finir, la dernière grande partie, on va parler d'aujourd'hui. Vous travaillez donc en tant que libéral dans l'immobilier, c'est encore le cas, aujourd'hui? En fait, voilà, lorsqu'on s'était rencontrés, je savais pas trop où est-ce que j'en étais. Ça a chamboulé beaucoup de choses à ma vie. En fait, et vraiment, cette maladie voilà, a chamboulé énormément de choses. Je suis toujours directrice aujourd'hui d'agence immobilière, mais je suis en vue de changer de travail parce que ça ne me convient plus, tout simplement. Ça ne me convient plus parce que c'est un métier qui est en opposition avec les soins de support. On va dire, voilà, c'est un métier qui est un ascenseur émotionnel important et lorsque j'ai repris le travail mois de décembre 2024, il me tardait parce que j'avais l'impression que si je travaillais, ben je n'étais plus malade, hein, forcément, hein, c'est en adéquation. Et seulement je me suis rendu compte que je m'épuisais très rapidement psychologiquement avec ces ascenseurs émotionnels. Euh, c'est plus du tout un accord. Ça l'a été. J'ai été une forcenée du travail et de l'immobilier. Aujourd'hui, mais pas du tout. Et vous m'aviez parlé aussi du fait que c'était très compliqué d'exercer une profession libérale, avec une maladie longue, comme un cancer, enfin que c'était aussi des problèmes que vous Oui. avez rencontrés? Que l'on soit en libéral ou on soit salarié avec des commissions, parce que c'est plutôt en fait mon cas, la problématique c'est que lorsque on est en arrêt maladie, eh ben, c'est plus du tout la même chose parce que il y a plus les coms en fait hein, qui se mettent en place. Nous, voilà, moi je gagne ma vie avec le travail que je vais chercher et je suis commissionnée. Donc forcément, quand on ne travaille pas, c'est beaucoup plus difficile. Donc plein de choses sont chamboulées aussi dans notre vie. On paye plus les factures de la même façon. Voilà, j'ai deux filles qui sont encore étudiantes. Mon fils, lui, il est grand, il travaille, mais deux filles sont encore étudiantes et forcément, ça a été difficile. Ça a été très difficile. Et je pense que beaucoup de personnes sont confrontées à ça et voilà, parce que souvent, on regarde, quand, mettons, on demande vraiment, voilà, moi, quand j'ai été malade, que mes filles, donc, avaient besoin de payer une école, je parle surtout d'une qui avait besoin de payer une école,
on m'a demandé les revenus de l'année passée, quoi. Donc, pour demander une éventuelle aide pour qu'elle puisse accéder à son école ou continuer dans son école, forcément, mais ça n'a pas fonctionné. On regarde pas le présent et ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et donc aujourd'hui, si vous voulez changer de métier, c'est pour, vous savez, enfin, c'est pour aller dans totalement autre chose ou est-ce que vous savez vers quoi vous voulez vous reconvertir? Je veux me protéger, je veux me préserver. Ce que je ne veux plus surtout, c'est être anxieuse, vivre avec. Alors on va parler de mon métier parce que c'est comme ça que je le vois. Vivre avec des changements au travers de ma clientèle en fait. Hein, des clients qui achètent, qui au dernier moment n'achètent plus. On a fait un travail. Euh, Énorme et puis au dernier moment, ben en fait, plus de commission, hein. Donc forcément, s'ils achètent plus, et c'est des ascenseurs émotionnels. Et moi, je veux plus vivre ça. Je veux plus. C'est un métier qui est pas vraiment bien perçu aussi, il faut le savoir. Et euh, et moi, je suis plus du tout dans cette même dynamique. Moi, j'ai envie de faire du bien aux gens. J'ai envie d'être bienveillante. J'ai envie d'apporter quelque chose de positif. Euh, je, je crois que je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je veux du temps avec les gens que j'aime. Je veux du temps. Je veux profiter de la vie. Je veux profiter des oiseaux que vous entendez peut-être. Je veux profiter de tout ça. Et, et l'argent n'a plus la même notion pour moi. Bah, c'est beau, c'est des belles aspirations. En tout cas, tant mieux si vous trouvez quelque chose qui vous convient et j'espère de tout cœur. L'espère. C'est pas encore fait, mais je l'espère. Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des grandes difficultés dans votre quotidien, des séquelles qui sont encore, présentes liées à la maladie ou peut-être à l'hormono puisque du coup vous êtes sous Oui, hormonothérapie? Qu'est-ce qui est le plus oui. compliqué pour vous dans votre quotidien? Alors, lié à l'hormono, énormément, puisque j'ai des douleurs articulaires qui sont énormes. Je passe des nuits vraiment très spéciales. 3 heures du matin, j'ai les yeux grands ouverts et puis le matin à 7 heures, ben je me rendormirai. Mais surtout voilà, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des phases, des bouffées de chaleur. Je pouvais même pas non plus me rendre compte quand on me disait oh là là, j'ai des bouffées de chaleur. Je disais mais qu'est-ce qu'elles me disent? C'est quoi ces bouffées de chaleur? C'est horrible, c'est vraiment horrible. Et après lié à la maladie, ben forcément oui, j'ai un handicap un peu physique, hein, lié aux mastectomies en fait. Ben, au niveau de mes postures, des douleurs donc je peux avoir dans le dos, je lève plus le bras comme je voudrais, bien sûr, mais c'est rien. Franchement, c'est rien. C'est douloureux. Bien sûr qu'il y a des jours où je dis oh là là, je râle, j'en peux plus. Mais c'est rien à côté de ce qu'on a traversé. Est-ce que vous auriez un message, un conseil à faire passer à quelqu'un qui vivrait la même chose que vous, qui serait en début de parcours? Oui, si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, c'est de garder confiance, que les choses évoluent, que aujourd'hui beaucoup de choses sont mises en place tout autour de nous, notamment les soins de support, le personnel médical, enfin vraiment, les choses ont vraiment évolué et ont avancé et faut y croire et continuer à se battre. La preuve, je suis encore là. Et est-ce que vous avez pareil, un message ou un conseil pour les aidants cette fois? Parce qu'on parle pas souvent, peu souvent d'eux. Oui, Heu, oui. quelque chose à leur dire? Alors je dirais merci. Merci aux aidants, merci aux personnes justement voilà qui nous accompagnent et qui nous entourent parce que pour l'avoir vécu, je sais que c'est très compliqué, qu'on ne sait jamais comment faire. Si on fait bien, si on dit les bonnes choses, c'est vraiment un rôle extrêmement difficile et vous aussi, vous avez besoin d'être accompagné finalement parce que je crois que c'est très lourd à porter et vraiment et ça a beaucoup de conséquences. Donc aussi prenez soin de vous et n'hésitez pas aussi à vous aérer. C'est pas parfois parce qu'on prend un peu de temps pour soi que qu'on abandonne la personne qu'on aime, mais c'est justement pour pouvoir la protéger, mieux la protéger qu'il faut aussi se préserver. Très beau message de la fin. Merci beaucoup Stéphanie pour ce Merci témoignage. Clémence, merci à vous vraiment. Si vous voulez plus de contenu sur le cancer, alors abonnez-vous.